Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que je n'avais pas grand chose à voir au cinéma, mais cette fois-ci c'est bon, on est de retour. Et donc aujourd'hui, on va à nouveau parler de films, on va polémiquer peut-être un petit peu, puisqu'on va parler du nouveau film de Zack Snyder, à savoir la suite de Rebel Moon, son film Netflix, dont la partie 1 était sortie fin décembre 2023, et cette deuxième partie, cette fois nommée L'Entailleuse, là où la première était nommée L'Enfant de Feu, vient à peine du coup de sortir sur Netflix. Et on va faire un peu le tour de la question, sachant que ça a fait couler pas mal d'encre, du bon comme du mauvais, d'ailleurs souvent du mauvais j'ai l'impression, de manière peut-être un peu trop bourrine je pense. Le film mérite pas les sauts de merde qu'il se prend souvent dans la tronche. Faut pas déconner. Du coup, on va faire le tour un peu de tout ça. Moi, déjà, dans un premier temps, pour mettre les choses au clair dès le départ, je suis plutôt un amateur du cinéma de Zack Snyder. Je fais pas du tout partie de la team de ses haters, bien au contraire. J'adore Sucker Punch. D'ailleurs, je vois pas trop ce qu'il cherche à modifier dessus. J'aime bien le film. J'adore Watchmen. J'adore sa version de la Justice League. J'ai même bien aimé Batman v Superman, sa version encore une fois, parce qu'il a une fâcheuse tendance à faire ses propres versions après coup, qui sont bien souvent meilleures que les versions d'origine. J'ai bien aimé aussi 300. Même si c'est un peu plus caricatural, faut quand même admettre que c'est resté dans les mémoires et c'est un monument culturel. Et du coup, c'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup, en tout cas dans son style visuel, et même quand il fait des boosts comme Army of the Dead, j'ai tendance au moins à trouver certaines qualités au truc, notamment souvent la manière dont c'est filmé, parce que c'est vrai que je suis assez client de ce qu'il filme. En plus de ça, moi j'ai plutôt apprécié le premier film Rebel Moon, notamment pour son univers. C'est un univers que j'aime pas mal. Je suis vraiment rentré en fait dedans. Certes, j'ai vu bien sûr les faiblesses de scénario qu'il y avait dans le premier, à savoir que c'était une immense scène d'exposition, avec à la fin quand même un semblant de climax, mais qui arrivait vachement vite et comme un cheveu sur la soupe. Même s'il vendait un peu du rêve, on va dire, l'univers vendait du rêve. Le scénario un peu moins. Ça donnait envie d'en voir plus et c'est un petit peu ce que j'ai reproché au deuxième film aussi, d'ailleurs. Donc on va rapidement oublier le premier et parler du second film. Donc cette partie 2, elle nous raconte quoi? On retrouve donc notre héroïne, Cora, qui est la fille adoptive du régent Balisarius, qui est en gros le dirigeant autoproclamé d'un espèce de contingent guerrier galactique qui dirige en gros la galaxie de l'univers du film. Et du coup, cette Cora est devenue fugitive sur une planète de paysans nommée Velt. Et lorsque le monde mère, donc le fameux conglomérat militaire galactique, arrive sur cette planète pour réquisitionner du grain, elle n'entend pas de cette oreille et elle décide de monter une équipe de guerriers pour repousser justement le monde mère. Empire qui est représenté par le pignouf local, qui avait été laissé pour mort à la fin du premier film, justement, suite au premier assaut de cette équipe de guerriers réunis un peu à l'improviste. Donc, dans le deuxième film, on a l'amiral Noble qui est ramené à la vie et qui compte bien en grand méchant, un peu sadique, etc. chercher sa vengeance et surtout peut-être un élément à côté duquel des gens vont passer. Il va surtout chercher à prendre sa revanche afin de capturer Cora, ou en tout cas de la tuer, pour ramener le corps au régent, et donc obtenir ses faveurs, bien entendu. Mais c'est pas extrêmement clair dans le film, et on va revenir sur ces choses qui sont pas très claires dans le film. Et le film va donc consister en la préparation dans le village à cet assaut, puisqu'il est prévu, puisque le vaisseau est censé revenir pour chercher du grain, et donc la défense du village afin de contrecarrer un peu les plans de l'amiral. Moi, du coup, ma critique va être assez compliquée, parce que j'aime beaucoup l'univers, en fait. J'aime beaucoup ce côté grand empire galactique, ultra belliqueux, cherchant une expansion spatiale perpétuelle, etc. Alors que certains mondes, les types ils sont arrivés là, ils ont juste décidé de juste cultiver des trucs, etc. Et en fait de juste vivre dans leur coin sans forcément chercher une expansion, chercher à avoir un mini-empire, etc. On entend parler dans le film d'autres endroits qui avaient justement des parlements, des trucs comme ça, d'autres systèmes avant d'être colonisés. Et on apprend aussi qu'il y a d'autres planètes où les gens ont juste décidé de vivre un peu entre eux en autarcie et de pas plus chercher à s'intéresser aux affaires galactiques. Et ça c'est un truc que j'aime bien, c'est un trope qu'on retrouve un peu aussi dans la saga Fondation de Isaac Asimov où il y a carrément des planètes qui ne s'intéressent absolument pas à ce qu'il y a dans l'espace et même qui ont oublié complètement que l'être humain avait colonisé l'espace. En fait, pour eux, ils ont toujours été là et c'est normal. Ils se posent pas plus de questions que ça. Ça a pu choquer certaines personnes, mais c'est un truc que je comprends assez bien en fait. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'univers. Et du coup, moi, dans cet univers que j'aime bien, on a à présent un scénario. C'est là que ça va un petit peu plus se compliquer. Parce que autant le scénario, il peut être intéressant parce qu'il permet
permet de brosser un peu justement toutes les strates de cet univers. On a à la fois le côté méga empire galactique, à la fois des gens qui viennent d'autres mondes, ce qui permet d'explorer un peu leur monde via des flashbacks, etc. On a aussi la planète sur laquelle on est, Velt, qui est clairement la planète où les types ont décidé de faire communion avec la nature, etc., de vivre dans un dénuement assez total. Ils ont conservé quelques petites technologies par-ci par-là, genre des machins volants qui permettent de davantage récupérer les ressources, alors qu'une charrue, faudrait la trimballer dans la montagne et c'est chiant. On a un peu ce côté-là, en fait, qu'ils ont gardé certaines technos, mais vraiment ce qui leur servait juste à davantage mieux collecter ce dont ils ont besoin. Ils collectent pas vraiment beaucoup plus. Ça permet un peu de brosser tout cet univers qui a l'air assez vaste. Et pareil, dans le premier film, on avait aussi des planètes où il semblait avoir plus une certaine forme de sagesse, de pacifisme, etc. Je me souviens un peu trop parce que je l'ai pas revu le film, mais il y avait des types, je crois, avec des cornes, des trucs un peu bizarres comme ça. Et les types avaient l'air plus ou moins des archivistes galactiques. En gros, ils prenaient pas part dans les conflits, mais juste, ils récupéraient les connaissances et ils accumulaient en fait. Et d'ailleurs, ils se faisaient défoncer par l'Empire à un moment donné. On a d'un autre côté l'Empire qui a l'air d'être très 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 orienté guerrier au point qu'ils sont carrément obligés de réquisitionner du grain ailleurs pour nourrir leurs troupes. Les types ont carrément pas de nourricier qui leur appartient en fait. Ils colonisent d'autres gens pour ça, quoi. C'est assez particulier. Mais encore une fois, on va avoir des éléments qui vont nous aiguiller sur le pourquoi du comment, comme ça et pas autrement. Mais le problème, c'est que ces éléments, les éléments de lore dont on devrait avoir besoin, typiquement le pourquoi le monde mère a besoin de réquisitionner du grain ailleurs, c'est pas dit explicitement en fait. Typiquement, cet aspect-là, on le comprend grâce au flashback du passé de Korra. On comprend qu'elle est normalement responsable d'avoir tué la princesse qui aurait dû hériter justement de l'Empire. Et que justement dans cet extrait-là, on comprend qu'il y a un gros délire derrière cet empire de pureté ethnique, de pureté raciale, etc. Et on comprend donc, si on réfléchit un peu qu'à travers ça, on va avoir un empire galactique dont la suprématie est représentée par le fait d'être un guerrier. Donc, en tant que suprémaciste, tu ne vas pas t'abaisser à faire de l'agriculture, par exemple. Et vu qu'ils ont abandonné, ça on l'apprend aussi, qu'ils ont plus ou moins abandonné les technologies robots. On a un reliquat de robots dans le film, et on comprenait dans le premier film que c'était un peu une relique du passé. Vu qu'il n'y avait plus de lignée royale, il servait plus à rien. Et ça, encore une fois, c'est un truc qu'on devine plus ou moins à travers les dialogues, etc. Mais c'est pas un truc qu'on nous dit explicitement. Or, pour comprendre l'histoire, on a besoin de connaître ces éléments-là. C'est important pour comprendre certains éléments clés de l'histoire. Sinon, on comprend pas pourquoi l'Empire il a besoin d'aller sur des planètes de pecno pour récupérer du grain. Parce qu'en soi, logiquement, ça devrait avoir aucun intérêt pour eux si on prend notre logique à nous. Ils doivent avoir des botanistes qui traînent et qui créent des trucs et basta, quoi. Et en fait, non, vu que les types sont des gros suprémacistes, justement, ce serait être inférieur d'avoir des botanistes. Par contre, ça les empêche pas d'aller coloniser justement des gens pour les réquisitionner, malgré qu'ils les considèrent comme inférieurs à eux et qu'ils ont aucun scrupule à les exterminer quand ça se passe mal. Ça, on l'apprend aussi dans un flashback. Ça commence vraiment à se cumuler quand même, ce problème on apprend des trucs dans des flashbacks. Et pareil, du coup, le fait que Noble soit ramené à la vie, au début, on se dit, mais pourquoi il le ramène à la vie, ce mec? Alors que bon, ça a l'air d'être un pignouf random, c'est un amiral random, il doit y en avoir des milliers, sachant que l'Empire contrôle la galaxie, il doit y en avoir je sais pas combien des vaisseaux de ce genre, et qu'en soi, lui, il a pas l'air plus important qu'un autre, puisque justement, il essaye de plaire aux régents, etc. Donc on comprend que c'est un mec lambda. Donc on se dit, mais pourquoi ce type, spécifiquement, on le ramène à la vie? Certes, ses officiers, tout ça, ils lui sont dévoués, mais bon, en soi, revient au monde mère, on t'a filé un nouveau amiral et c'est réglé, quoi. Mais en fait, vu qu'il y a ce côté, justement, du culte, de l'ethnie pure, de la race supérieure, etc., ce mec ne doit pas mourir. En tout cas, pas comme ça, il doit pas mourir au combat de cette manière-là, quoi. Donc, on comprend plus ou moins que c'est logique dans leur culture, mais c'est pas dit explicitement. Et je trouve ça dommage, parce qu'on sent que Snyder, il a vraiment creusé son lore, on sent vraiment qu'il a écrit son truc, que c'est pas fait au hasard, etc. Mais nous, en tant que spectateur, on ne le voit pas. On le devine, mais on ne le voit pas. Et moi, en tant que spectateur, j'aimerais bien voir ce genre de truc. C'est ce qui me pose un peu problème dans ce film. C'est que les trucs que je devrais voir et qui seraient intéressants à voir, je ne les vois pas. Et du coup, ça donne un film où on va avoir la première moitié du film qui consiste en des flashbacks qui donnent des bribes d'informations et en des éléments genre du chant, des cérémonies, des trucs comme ça dont on se fout éperdument et qu'on a déjà vu dans le premier film en plus et qui nous apportent rien à l'histoire. Alors que justement, on pourrait utiliser cette heure d'introduction pour justement nous développer un peu ce côté lore justement. Je vois de quoi à peu près il a pu s'inspirer pour créer ça, c'est plutôt intelligent, mais on ne le dit pas. Donc c'est con, parce que les trois quarts des spectateurs vont se demander pourquoi en fait.
Ils vont pas réfléchir, ils vont pas se dire ça. Et c'est plutôt normal qu'ils réfléchissent pas. Parce qu'on te donne même pas les clés de manière explicite pour réfléchir à ça, quoi. On préfère se concentrer sur des actions qui, des fois, sont un peu sans intérêt. Je m'en fous, typiquement, d'avoir un ralenti de 3 minutes sur un mec qui coupe du blé. C'est bon, le mec, on a vu qu'il était stylé, on l'a déjà vu se battre, c'était un général en plus. Donc on se doute qu'il sait se taper et qu'il est musculeux. Donc du coup, ça donne une scène limite risible parce que, on a un gros plan sur un mec huileux qui coupe du blé, quoi. Je veux dire, même dans 300, on n'avait pas des plans comme ça. Donc bon, c'est un peu abusé. Tout ça pour dire, par contre, que au niveau de ces plans-là, on va avoir des plans qui vont être extrêmement travaillés. On a des plans qui sont magnifiques. Là, clairement, le gros point positif du film, c'est visuel. En termes de visuel, il y a des trucs incroyables. Même en termes de lisibilité dans les bastons, c'est d'une propreté. J'avoue que j'ai rarement vu ça dans les films des dernières années, quoi. Il y a vraiment une lisibilité dans l'assaut final, justement, qui est géniale à regarder. C'est jouissif. C'est dommage que ça dure que, allez, les 2/3 du film, la moitié du film, parce que c'est absolument génial. Ah, on prend son pied là-dessus. Et encore une fois, en plus, là-dedans, on apprend des éléments de lore qu'on n'aurait jamais dû apprendre. Là, on aurait dû l'apprendre dans la première moitié du film. Donc pour moi, il y a vraiment un problème dans le rythme du film, dans l'écriture du film, alors que le film est plutôt bon et que l'univers est génial. Ok, ça pioche à droite à gauche, mais ça crée quand même d'autres choses aussi. Ça crée une espèce d'effervescence en fait de trucs qui rend l'univers crédible. Ça lui donne une substance en fait. On se dit ok, c'est normal, on a colonisé une galaxie et les différentes peuplades des différentes planètes ont fini par évoluer un peu de leur côté et par faire leur truc dans leur coin, s'orienter d'une manière ou d'une autre dans leur coin, quoi. Outre le monde mère qui, lui, a fondé l'intégralité de cette doctrine sur le fait de coloniser d'autres gens. Donc, clairement, c'est un film qui a des points positifs, c'est un film qui a des points négatifs qui, malheureusement, entachent le fait que ça aurait pu être limite parfait, quoi. Notamment, la musique, je la trouve géniale aussi, c'est le mec qui avait fait la BO de Justice League, et il fait toujours de très bonnes BO là-dessus, il n'y a rien à dire, il y a vraiment des moments en termes de BO qui sont excellents. Notamment cette espèce de leitmotiv avec les chœurs qui ont l'air d'avoir été inversés, enfin c'est très bizarre, il y a des chœurs inversés, je trouve ça génial comme truc. Il y a vraiment beaucoup de choses bonnes, mais typiquement, il y a des choses qui entachent le film, genre la révélation de fin. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe pour créer une espèce de cliffhanger. D'un côté, c'est logique et c'est intéressant, mais on se dit pourquoi avoir amené ça, comme un cheveu sur la soupe, alors que justement, c'est plutôt intéressant et que ça aurait pu être amené avant la bataille finale. Ça aurait pu être vachement plus intéressant de l'amener de cette manière-là. Et au moment où ça aurait dû être amené, au final, on n'a rien. Et je trouve ça un peu con, c'est vachement artificiel comme truc. C'est dommage. Et tout ça pour dire que, en définitive, moi j'ai passé un très bon moment devant le film, mais j'espère qu'on va recadrer les scénarios dans les suites, quoi, ou alors dans les Director's Cut, parce que j'ai l'impression qu'il manque des choses, il nous manque des pièces de lore. Alors je sais pas si ça réussira à combler certaines lacunes au niveau du rythme, j'en doute un peu, mais au moins au niveau de l'écriture, mais ce serait dommage que ça s'arrête là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a matière à faire des films bien meilleurs avec tout ça, et vraiment, si c'est ça qui était censé être le Star Wars de cette génération, ça pouvait complètement être le Star Wars de cette génération. C'est bien plus riche et intéressant que la postlogie Star Wars, je suis désolé, malgré ses défauts. Au moins l'univers est cohérent et intéressant. Alors que Star Wars 9, j'étais en facepalm pendant tout le film, je suis désolé. Donc franchement, je trouve que ça se fait bâcher pour rien. Enfin, ça se fait bâcher pas pour rien, mais ça se fait injustement bâcher à l'extrême, quoi. C'est pas une merde non plus, faut arrêter, quoi. C'est pas Cinéman, faut arrêter. Mais c'est clair qu'il y a des lacunes d'écriture, il y a des problèmes d'écriture, mais ça en fait pas non plus une catastrophe, franchement. Je peux pas le conseiller parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le voir et qui vont dire que c'est une catastrophe. Mais franchement, si ça vous intéresse, posez votre jugement. Je suis sûr qu'en prenant la balance, sans se faire influencer par le capharnaüm médiatique ou même par la personnalité un peu clivante de Zack Snyder, vous pouvez apprécier ce film en fait. Donc voilà, faites-vous votre avis. Sur ce, pour terminer cette vidéo un peu plus longue que d'ordinaire, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Rebel Moon partie 2, et beaucoup de choses à mettre au point dessus. Donc pour finir, comme pour Dune 2, c'est la merde. Pour donner des conseils de films, parce que les films qui se passent dans l'espace, ils sont assez connus, surtout les space opéras, mais j'ai trouvé des choses plus ou moins en lien, donc on va pouvoir en parler un petit peu. Je vais commencer par un film qui avait aussi un univers un peu trop gros pour ses épaules, beaucoup plus même, un univers qui, dans certains aspects, me faisait un peu penser à Mass Effect d'ailleurs, et j'ai trouvé ça assez dommage que le film, pour le coup, des énormes lacunes. Je veux parler de Jupiter Ascending, oui, des sœurs Wachowski, que je me doute que beaucoup l'ont vu, peut-être pas tout le monde, beaucoup ont, je pense, été rebutés par les résultats du film qui étaient catastrophiques. On y suit une jeune femme du nom de Jupiter, si je me souviens bien, que je crois que c'est son nom, qui va se découvrir une ascendance galactique royale et découvrir du coup qu'il y a des êtres humains qui maîtrisent le voyage galactique et qui en plus de ça dominent la galaxie avec d'autres races, etc. Et du coup pareil, on a une espèce de melting pot de culture, etc. Et on a un truc assez inventif en fait comme univers, surtout au cinéma et à l'époque, même
si l'héroïne est vraiment 1000 fois trop cliché, vraiment, ceux qui gueulaient sur Rebel Moon, rappelez-vous de Jupiter Ascending, hein, parce qu'il a des gros défauts. Il a des gros défauts, mais je pense qu'il mérite d'être vu, ne serait-ce que, pour espérer imaginer ce que ça aurait pu être. C'est le genre de film où, au moins, il y a une proposition de cinéma qui, certes, est complètement sabotée par son héroïne foireuse et son esthétique franchement pas incroyable, mais on a une vraie proposition et une proposition intéressante au final. En termes d'univers, on a une proposition intéressante qui a été un peu plus loin derrière en fin de compte, d'autres concepts, même dans le jeu vidéo notamment, puisque comme je le disais, et avec les Wachowski, ça me surprendrait pas, je pense que ça a été beaucoup inspiré par des univers vidéoludiques, sauf qu'il y a des trucs qui marchent en jeu vidéo et qui ne marchent pas au cinéma, malheureusement. Mais ça reste un film qui, je pense, est intéressant dans l'histoire du cinéma, quoi. Et vu que j'ai parlé d'un film intéressant mais pas ouf, on va finir sur un chef-d'œuvre pour le coup, qui je pense encore une fois beaucoup de gens ont vu, et qui a un point commun assez lointain quand même, mais on va parler toujours d'oppression dans l'espace, mais cette fois ça va être l'oppression de l'humanité tout entière, en tout cas l'humanité du film. Et le film en question, c'est La Planète Sauvage de René Laloux, donc film français, Cocorico. C'est un vieux film d'animation français, qui est assez connu pour ses bestioles iconiques, à savoir des humanoïdes bleus avec des yeux rouges, et cette fois on va être dans un monde où les humains sont juste des animaux de compagnie pour des humanoïdes bleus donc, qui sont géants en plus de ça, jusqu'à ce qu'un humain se rebelle et monte en fait une espèce de rébellion contre ces bestioles-là. Et en fait, c'est un film qui est extrêmement inventif pour son animation, pour son univers, surtout à l'époque, je crois que ça date des années 60, complètement son statut de classique du cinéma de SF, et je le conseille volontiers, j'en dirai pas plus, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment plus à en dire, c'est vraiment une pépite d'inventivité. Pour le coup, encore une fois, on a un monde foisonnant de trucs, foisonnant de choses qui rendent concret un univers, et un univers qui est vraiment à la marge de beaucoup de choses en fait, qui rentrent pas forcément dans des critères qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Donc pour le coup, dans ce point-là, ça se rapproche pas mal de ce que peut faire Rebel Moon, apparemment. Sauf que pour le coup, La Planète Sauvage le fait beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez été déçu par Rebel Moon et que vous n'avez pas vu La Planète Sauvage, ou vous avez envie de le revoir, voyez-le. Voilà, merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à la partager autour de vous afin de faire grandir la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À nos prochaines fois, salut!